la louve blanche émergea de la tempête de neige, une apparition spectrale et solitaire, son sang écarlate maculant la pureté immaculée de la neige sous le vent glacial qui balayait les forêts des Vosges. Cette nuit-là, elle n'aurait jamais dû survivre. Les gendarmes corrompus, menés par un homme sans scrupules, pensaient avoir définitivement enseveli la vérité avec elle dans une fosse obscure et gelée. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'un vieux chasseur, dont le cœur battait encore au rythme d'une justice ancienne et inflexible, les observait depuis l'ombre des grands sapins. Personne n'aurait pu imaginer qu'un animal blessé et un vieil homme solitaire oseraient défier un système de corruption si profondément enraciné. Mais cette louve, elle, se souvenait de la bonté d'une main humaine, et elle savait que la vérité méritait qu'on se batte pour elle jusqu'au dernier souffle. Ce qui allait se produire au sommet d'un ancien émetteur de radio abandonné vous arrachera des larmes et vous fera de nouveau croire aux miracles qui se produisent lorsque l'homme et la nature s'unissent pour une même cause. Cette histoire est un chant à la fidélité, au courage, et une preuve que la lumière trouve toujours son chemin, même à travers la plus noire des tempêtes. Le vent qui hurlait sur ce petit bourg de campagne en Auvergne ce soir-là n'était pas un simple courant d'air, c'était un cri de douleur, celui d'une bête blessée, piégée dans l'étau du Massif central. Le bourg lui-même, niché au creux des sommets enneigés, ne semblait être qu'une poignée de pierres grises jetées sur la toile blanche d'un hiver qui semblait éternel. Ces ruelles étroites, enserrées entre de vieilles bâtisses en pierre et des falaises austères, baignaient dans une pénombre crépusculaire. Ici, chaque inspiration était une morsure d'aiguille de glace dans les poumons, et le ciel, lourd et plombé, promettait un blizzard capable d'effacer de la surface de la terre jusqu'au souvenir de la chaleur humaine. À quelques kilomètres des dernières maisons, au cœur de la forêt séculaire, un homme se frayait un chemin sur un sentier à peine visible. C'était Jean, un vieux chasseur dont le visage, buriné par le temps, ressemblait à l'écorce d'un chêne centenaire. De profondes rides, sculptées par des années de service dans les montagnes et des décennies de solitude, sillonnaient sa peau tannée. Ses yeux, de la couleur d'un ciel d'orage, perçaient l'obscurité avec plus d'acuité que bien des hommes en plein jour. Jean était un homme trapu, aux épaules larges que ni les années ni le poids des sacs à dos n'avaient réussi à courber. Il se déplaçait avec une aisance silencieuse, ses bottes d'hiver résistantes effleurant à peine la croûte de neige durcie, comme s'il était lui-même une entité de cette forêt. Soudain, le silence ouaté, seulement troublé par le crissement de ses pas, fut déchiré par le vrombissement sourd d'un moteur de voiture. Jean s'immobilisa instantanément, se fondant dans les ombres projetées par un sapin monumental. Devant lui, dans une petite clairière, la lumière crue des phares d'un 4x4 noir déchira la nuit. 3 hommes en sortirent. Le chef du groupe était le capitaine Stéphane, un homme dont l'uniforme de gendarme semblait toujours trop étroit pour son corps et son ego démesuré. Stéphane avait le visage d'un oiseau de proie, avec un nez aquilin et des yeux où la glace ne fondait jamais. Il n'aimait pas la montagne, il n'aimait que le pouvoir qu'il exerçait sur elle et sur ses habitants. À ses côtés, s'affairaient 2 de ses subordonnés, Thomas et Hugo, 2 jeunes recrues aux yeux inquiets, encore mal à l'aise avec les ordres de leurs supérieurs qui flirtaient constamment avec l'illégalité. Creusez plus vite, siffla Stéphane entre ses dents, allumant une cigarette dont il protégea la flamme du vent dans le creux de ses mains. La terre est déjà gelée, et je n'ai pas l'intention de me les geler ici jusqu'à minuit pour cette saleté de bête. Thomas et Hugo, le souffle court et saccadé, enfonçaient leur pelle dans le mélange de terre, de boue et de glace. Jean, observant depuis sa cachette, fronça les sourcils. Qui diable pouvait-il bien vouloir enterrer ici, dans sa forêt? Bientôt, ils sortirent du coffre de la voiture un lourd paquet enveloppé dans de la toile de jute. Lorsque Stéphane lui donna un coup de pied méprisant, un gémissement étouffé s'en échappa, un son aigu et plaintif qui serra le cœur de Jean. La toile se défit, révélant sous la lumière blafarde des phares une fourrure d'une blancheur aveuglante, même souillée de boue. C'était une louve polaire, immense, majestueuse. Elle gisait, les pattes liées, le museau étroitement enserré par du ruban adhésif noir. Son flanc était teinté d'un rouge profond. Une balle avait déchiré sa chair, mais ne l'avait pas tué. La louve blanche, ainsi que Jean la nomma instinctivement, fixait ses bourreaux de ses yeux couleur d'ambre en fusion, des yeux emplis non pas de terreur, mais d'une douleur profonde et ancestrale. « Pourquoi la garder en vie, mon capitaine » demanda Thomas en essuyant la sueur qui perlait sur son front malgré le froid. « On aurait pu l'abattre tout de suite. »« Tu ne comprends rien, abruti » cracha Stéphane. Elle a vu ce qu'elle n'aurait pas dû voir. Elle s'est accrochée au sac de ce garde. Quand nous l'avons. Il s'interrompit. Bref, il pourrait y avoir une preuve sur elle. Les bêtes mortes, on les recherche.
Les disparus, non. Enterrez-la. Vivante, elle se calmera plus vite dans ce sol gelé. Jean sentit une rage froide et tranchante comme son couteau de chasse se répandre dans ses veines. Il se souvint de son ami Nicolas, le garde forestier, disparu 2 semaines plus tôt. Les pièces du puzzle s'assemblaient maintenant en une image terrifiante. Une fois la fosse assez profonde, les 2 jeunes gendarmes y jetèrent la louve. Elle ne tenta même pas de se débattre, ses forces l'ayant abandonnée. Stéphane, avec un grognement satisfait, remonta dans sa voiture. « Hugo, tu restes. Tu finis le travail et tu nous rejoins avec la motoneige. N'oublie pas de bien tasser la terre. » Le 4x4 s'éloigna, laissant le jeune Hugo seul face à la forêt et à une tombe à moitié creusée. Le garçon tremblait, de froid ou de peur devant l'acte qu'il était en train de commettre. Jean agit vite. Il sortit de sa poche sa fidèle fronde, une arme qui, entre ses mains expertes, était plus redoutable qu'un pistolet. Il ramassa un galet lisse, visa et le projeta contre le tronc d'un arbre derrière Hugo. Le jeune homme sursauta, se retournant vers le bruit, et à cet instant précis, Jean surgit de l'obscurité tel un spectre. Le lourd pommeau de son couteau frappa sèchement la base de son crâne. Hugo s'effondra dans la neige sans un bruit. Jean ne perdit pas une seconde. Il sauta dans la fosse et commença à déblayer la terre frénétiquement avec ses mains nues. La louve était déjà à moitié recouverte de terre et de pierres gelées. Lorsqu'il dégagea sa tête, leurs regards se croisèrent. La louve blanche s'immobilisa. Dans ses yeux, il n'y avait plus de sauvagerie, seulement une question muette. « Es-tu venu m'achever, toi aussi ?» Doucement, ma belle, doucement, murmura Jean de sa voix basse et rocailleuse, qui semblait vibrer avec la terre elle-même. Je ne suis pas comme eux. Je suis un ami de Nicolas. Il trancha rapidement les liens qui entravaient ses pattes et retira avec une infinie précaution le ruban adhésif de son museau. La louve ne le mordit pas. Elle se contenta d'inspirer goulûment l'air glacial. Son corps était secoué de violents tremblements. Jean savait qu'Hugo ne tarderait pas à reprendre connaissance et que Stéphane pouvait revenir à tout moment. Il prit la louve dans ses bras. Elle était étonnamment lourde, mais l'adrénaline décuplait les forces du vieil homme. Il la serra contre sa poitrine, sentant son sang chaud imbiber sa vieille veste de chasse. Maintenant, nous formons une meute, marmonna-t-il en s'enfonçant plus profondément dans la forêt, là où seul lui et les esprits de ces montagnes connaissaient les sentiers. Derrière lui, il laissait une tombe profanée, la trace lumineuse de la motoneige et un bourg de campagne qui ignorait encore que cette nuit, au cœur de la forêt, était née une légende capable de briser sa fausse quiétude. Le blizzard à l'extérieur redoublait de violence, transformant le monde en un tourbillon assourdissant de bruit blanc. Jean marchait, le souffle lourd. Ses bottes s'enfonçaient profondément dans la neige fraîche et poudreuse, qui effaçait aussitôt ses traces. Dans ses bras, il portait la louve blanche. Elle était remarquablement calme, seul son souffle rauque et intermittent lui brûlait le cou. Le sang sur son flanc avait commencé à sécher, collant son épaisse fourrure blanche en stalactites rouges et rigides. Sa maison de campagne, une petite bâtisse en pierre cachée dans les plis d'une falaise de granit, apparut devant lui, silhouette sombre et rassurante. Cet endroit ne figurait sur aucune carte. Son grand-père l'avait construite de telle manière qu'elle semblait faire partie intégrante du rocher. Jean poussa la lourde porte en chêne, entra et tira immédiatement le verrou massif. L'intérieur sentait l'absinthe séchée, les vieilles aiguilles de pin et le pétrole. L'air était froid mais immobile, ce qui en soi semblait une bénédiction après la fureur de la tempête. Le chasseur déposa délicatement la louve sur une vieille couverture étendue près de l'âtre en pierre de la cheminée. Aussitôt, la louve blanche tenta de se relever. Ses yeux d'ambre s'enflammèrent d'un feu sauvage, et sa lèvre supérieure se retroussa, dévoilant des crocs acérés. Mais la blessure à sa hanche la rappela à l'ordre par une douleur fulgurante, et elle s'effondra de nouveau sur le flanc, émettant un son rauque et profond, semblable à un soupir de frustration humain. « Reste tranquille, âme fière », dit doucement Jean en allumant une lampe à pétrole. « Dans cette maison, personne ne te fera de mal. Du moins, tant que je respirerai. » Il se mit au travail avec la méthode d'un homme qui a pansé trop de blessures. D'abord, le feu dans la cheminée. Les copeaux de bois s'enflammèrent rapidement, crépitant joyeusement, et une première chaleur, encore timide, commença à se répandre dans la pièce. Ensuite, il sortit sa trousse de premier secours, une vieille boîte en fer blanc ornée d'une croix rouge effacée par le temps. Jean s'agenouilla près de la louve. Ses mains,
large et noueuse comme les racines d'un vieil arbre, se mouvait avec une douceur surprenante. Lorsqu'il commença à couper la fourrure ensanglantée autour de la plaie, la louve blanche gronda. C'était un son bas et vibrant, qui fit trembler la vitre de la petite fenêtre. Elle ne faisait pas que l'avertir, elle haïssait sa propre faiblesse. « Tu n'es pas une simple louve, n'est-ce pas ?» murmura Jean, ignorant la menace. Il y a trop d'intelligence dans ce regard. Soudain, ses doigts butèrent contre quelque chose de dur sous l'épais sous-poil de l'animal, au niveau de son cou. Il écarta délicatement la fourrure et se figea. Là, dissimulé par la crinière blanche, se trouvait un collier étroit et high-tech en alliage de titane. Une petite capsule y était attachée, hermétiquement fermée et cachée avec tant d'habileté qu'on ne pouvait la remarquer qu'au contact direct. À l'intérieur du collier, Jean vit une gravure, Nicolas V. Garde forestier. Le cœur du vieil homme manqua un battement. Nicolas, son seul ami dans cette rude contrée, un homme qui croyait aux lois de la forêt plus qu'aux lois des hommes. Nicolas avait disparu il y a 2 semaines, et les autorités avaient rapidement classé l'affaire, concluant à un accident. Alors c'est pour ça que Stéphane voulait t'enterrer, réalisa Jean. Sa voix devint dure comme le granit. Tu es le seul témoin, et tu portes sur toi ce que Nicolas n'a pas eu le temps de transmettre. Dans la capsule était cachée une minuscule carte USB. Jean n'était pas un expert en technologie moderne, mais il comprenait une chose, ce petit objet avait coûté la vie à son ami, et il pouvait maintenant lui coûter la sienne, ainsi que celle de cette louve. Il finit de nettoyer la plaie. La balle était ressortie, ne touchant pas l'os mais laissant une vilaine déchirure dans les muscles. Jean appliqua sur la blessure une pommade à base d'extrait de genévrier et d'herbe des bois, une recette qu'il tenait de sa grand-mère. Puis, il posa un bandage serré fait d'une bande de lin propre. Une fois les premiers soins prodigués, venait le plus difficile, gagner sa confiance. Jean savait qu'une bête rassasiée est une bête calme. Il sortit du garde-manger un bol en terre cuite contenant les restes de sa soupe du soir. « Mange, ma belle, tu as besoin de force. » Il posa le bol devant elle. La louve ne tourna même pas la tête. Elle fixait le feu dans la cheminée avec une sorte d'indifférence aristocratique, comme si la nourriture proposée était indigne d'elle. Jean eut un petit sourire. « Oh, mais quelle princesse! La soupe n'est pas à ton goût. » Il se souvint alors de sa réserve de viande de cerf séchée, qu'il gardait pour les jours les plus rudes. Il en coupa quelques fines lamelles, les disposa sur une planchette propre et la poussa vers elle. L'odeur de la viande séchée emplit la pièce. Les oreilles de la louve frémirent. Lentement, avec un effort visible, elle tourna la tête et regarda la viande, puis Jean. À cet instant, un silence total s'installa dans la maison de campagne, seulement troublé par le hurlement du vent au dehors. C'était l'instant de vérité. Si elle acceptait la nourriture, elle acceptait sa protection. La louve blanche s'avança prudemment vers la viande. Son nez humide frémit. Elle prit un morceau, le mâcha et l'avala, puis un deuxième. Ses mouvements étaient pleins de grâce, même dans son état. Quand elle eut fini, elle lécha de manière inattendue la main de Jean. Sa langue était rêche et chaude. Jean sentit quelque chose commencer à fondre dans sa poitrine, là où des années de solitude avaient formé une épaisse couche de glace. Il se leva et se dirigea vers le porte-manteau près de la porte. Y était suspendue une vieille veste, sentant le pain et la poudre, que Nicolas avait laissé lors de sa dernière visite. Jean la prit et en couvrit délicatement la louve. Dès que l'odeur de son ancien maître atteignit ses narines, la louve blanche ferma les yeux. Un profond soupir s'échappa de sa poitrine, et pour la première fois de la soirée, elle se détendit, sombrant dans un sommeil lourd et réparateur. Jean s'assit dans son vieux fauteuil à bascule, posant sur ses genoux son fusil à double canon chargé. Il regardait le feu et pensait à Stéphane. Cet homme n'abandonnerait pas. S'ils avaient trouvé la louve une fois, ils la chercheraient à nouveau. Désormais, il ne sauvait plus simplement un animal, il protégeait la vérité pour laquelle Nicolas était mort. Dehors, le blizzard continuait de faire rage, recouvrant la maison d'un énorme monticule de neige, comme si la nature elle-même tentait d'aider le chasseur et sa nouvelle protégée à se cacher du monde des hommes, devenu soudain si dangereux. « Nous allons encore nous battre, ma belle » murmura doucement Jean, sentant le sommeil l'envahir. « Pour Nicolas, pour la forêt, pour nous. » Cette nuit-là, dans une petite maison de campagne au bout du monde, 2 êtres solitaires devinrent quelque chose de plus grand. Ils devinrent le début d'un nouvel espoir,
qui attendait son heure pour jaillir au cœur des ténèbres glaciales. L'aube sur le massif central n'apporta aucune chaleur. Le soleil, pâle et froid, peinait à percer l'épais voile de nuages, colorant les sommets enneigés d'une teinte de plâtre figé. À l'intérieur de la maison, le silence régnait. Seules les braises mourantes dans la cheminée crépitaient de temps à autre, rappelant la fragilité du confort humain dans ce royaume de glace éternelle. Jean s'était réveillé bien avant les premières lueurs. Une vieille habitude de soldat et de chasseur, d'ouvrir les yeux à l'heure la plus sombre, lorsque le monde retient son souffle en attendant le changement. Il regarda la louve blanche. Elle était allongée sur la veste de Nicolas, ses oreilles tressaillant au moindre son, même dans son sommeil. Elle semblait aller mieux. Sa respiration était devenue régulière, et le voile de douleur avait disparu de ses yeux. Le silence fut brisé par un son qui n'appartenait pas à la forêt. C'était un sifflement mécanique, fin et perçant, semblable au bourdonnement d'un frelon en colère, mais bien plus sinistre. Jean se figea, portant un doigt à ses lèvres, bien que la louve fût déjà sur le qui-vive. Des drones, souffla-t-il. Stéphane ne plaisante pas. Il a sorti les jouets avec des caméras thermiques. À quelques kilomètres de là, dans un poste de commandement temporaire installé à l'arrière d'un camion, le capitaine Stéphane arpentait l'espace, nerveux. Près de lui, devant des moniteurs scintillants, était assis Antoine. Un jeune spécialiste technique, récemment muté, maigre, le visage pâle et les paumes constamment moites. Il portait des lunettes à verres épais. Antoine était un maître du code et de l'électronique, mais la cruauté non dissimulée de Stéphane l'effrayait. Il se sentait de trop parmi ces hommes rudes et armés, mais la peur de son supérieur le poussait à travailler au-delà de ses limites. Alors, Antoine, ça vient ? Aboya Stéphane, l'enveloppant d'une odeur de tabac bon marché. La forêt n'est pas si grande. Une créature à sang chaud par ce froid devrait briller sur l'écran comme un sapin de Noël. Mon capitaine, il y a beaucoup d'interférences, répondit Antoine en bégayant. Le relief est rocheux, beaucoup de faux signaux dus aux émanations de gaz. Mais j'ai élargi la portée. S'ils sont dans un rayon de 3 kilomètres, nous les verrons. Jean comprenait. Les murs de sa maison, la chaleur de la cheminée s'échappant par les fissures du toit, tout cela était un phare lumineux pour un drone. Il faut partir, ma belle, chuchota Jean en rassemblant rapidement son sac. Et pas seulement partir, mais devenir invisible. Tu te souviens des contes que je te racontais sur les hommes qui devenaient une partie de la terre ? Aujourd'hui, nous allons devoir le faire pour de vrai. Il sortit de sa réserve une vieille toile de jute imprégnée de goudron de pin et mélangée à de la terre. La louve observait chacun de ses mouvements. Elle semblait comprendre la gravité de la situation. Jean enfila une tenue de camouflage, puis se tourna vers la louve. Ils sortirent de la maison dans la pénombre grise de la forêt. L'air était si froid qu'il semblait crépiter. Jean la conduisit vers un ruisseau gelé qui coulait au fond d'un ravin profond. Là, sous la rive escarpée, la terre n'avait pas complètement gelé grâce aux sources qui jaillissaient de sous les rochers. C'était une boue noire et collante, mélangée à de la glace et des aiguilles de pin pourri. Pardonne-moi, ma beauté, mais ça va nous sauver la vie. Jean fut le premier à s'immerger dans la boue. Il commença à s'enduire généreusement les mains, le visage et les vêtements de cette masse glacée. La louve blanche recula d'abord. Sa propreté naturelle se révoltait contre une telle humiliation. Mais le sifflement du drone au-dessus de la cime des arbres devenait de plus en plus fort. Jean la regarda droit dans les yeux, et dans son regard, il y avait une confiance si inébranlable que la louve céda. Elle s'allongea lentement dans la boue à côté de lui. Jean, avec soin, couche par couche, recouvrit sa fourrure immaculée de cette boue sombre et froide. La boue gelait instantanément, se transformant en une croûte qui isolait parfaitement la chaleur de leur corps. Chut, chut. Marmonnait Jean alors qu'ils s'installaient tous les deux dans un creux sous les racines d'un vieux cèdre, se couvrant de branches mortes et de feuilles sèches. Sur l'écran d'Antoine, un point rouge clignota soudainement, puis s'éteignit aussitôt. Contact, secteur 412. Hurla Stéphane. Non, attendez. Antoine fronça les sourcils, scrutant les graphiques. Le signal a disparu. La température est retombée au niveau de l'environnement ambiant. Ce devait être un cerf qui est passé et s'est caché sous un rocher. La caméra thermique ne voit pas à travers la pierre. Stéphane frappa du poing sur la table. Continue de chercher. Ils ne peuvent pas s'être volatilisés.
Et dans le ravin, sous les racines de l'arbre, le temps s'était arrêté. Jean sentait le froid s'infiltrer sous ses vêtements, ses doigts s'engourdir. Mais à côté de lui, il sentait la chaleur vivante de la louve blanche, qu'elle s'efforçait de conserver. La louve était immobile. Sa respiration était presque imperceptible. Instinctivement, elle s'était calée sur le rythme du vieil homme. Le drone plana juste au-dessus d'eux. À travers les branches, Jean pouvait voir son corps noir et sa caméra rotative. À cet instant, il ne ressentait aucune peur. Il ressentait une étrange communion avec la forêt, avec cette boue, avec cette louve blessée. Il n'était plus le chasseur Jean, il faisait partie du massif central, ancien et silencieux. Le drone resta suspendu au-dessus du ravin pendant 10 longues secondes qui parurent une éternité, puis, émettant un bip de déception, il s'éloigna vers l'est. Lorsque le son s'éteignit complètement, Jean ne se pressa pas de bouger. Il attendit encore une demi-heure, jusqu'à ce que le soleil soit plus haut. C'est alors seulement qu'il sortit prudemment de sa cachette et aida la louve à se relever. Elle s'ébroua, se débarrassant des morceaux de boue gelée, et le regarda. Il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, un profond respect. Il n'était plus simplement l'homme qui l'avait sauvé. Il était celui qui lui avait appris une nouvelle magie, la magie de l'invisibilité. On a trompé la machine. Jean esquissa un sourire, s'essuyant le visage avec une manche sale. Mais Stéphane ne lâchera pas l'affaire. Il comprendra que nous sommes quelque part près d'ici. Ils reprirent leur route, s'efforçant de rester dans les bas-fonds et les fourrés denses. Jean savait qu'il ne pouvait plus retourner à sa maison. Leur chemin les menait vers le nord, vers de vieux sentiers de chasse où chaque pierre lui était familière. La louve blanche marchait devant. Son flair captait les odeurs les plus infimes. Elle le guidait, s'acquittant de sa dette pour la vie qu'il lui avait sauvée. Quelque part loin derrière, Stéphane continuait de fulminer, exigeant de nouveaux drones et des hommes, mais la forêt avait déjà pris ses enfants sous sa protection, les dissimulant dans ses labyrinthes infinis. La forêt avait changé. Si auparavant elle semblait un adversaire rude mais honnête, elle s'était maintenant transformée en un piège sournois et malveillant. La boue sur la veste de Jean et la fourrure de la louve avaient séché, devenant une croûte grise et rigide qui craquait à chaque mouvement. Le gel s'intensifiait. Ce craquement semblait à Jean bien trop bruyant, comme s'il marchait sur du verre pilé. Le capitaine Stéphane, réalisant que ses drones sophistiqués avaient perdu face à un vieux chasseur, changea de tactique. Dans le bureau du poste de garde forestier, qu'il avait transformé en quartier général, se tenait désormais un homme dont la seule présence incitait même Thomas et Hugo à garder leur distance. Gérard, un vieux braconnier, le visage balafré par des rencontres avec des lynx et du fil de fer barbelé. Il lui manquait l'index de la main droite, et il dégageait une odeur âcre de vin bon marché, d'huile de fusil et de sang séché. Gérard ne connaissait la pitié ni pour les animaux, ni pour les hommes. Il connaissait la forêt non pas comme un sanctuaire, mais comme un entrepôt de ressources. Et pour Stéphane, il était l'outil idéal. Ils iront vers le nord, par le col du diable, cracha Gérard, traçant un chemin sur la carte avec son ongle sale. C'est un passage étroit. Je vais y poser mes petites merveilles. Si le vieux n'est pas aveugle, il les verra. Mais s'il est fatigué. Stéphane se contenta d'hocher la tête, jouant avec une lourde chevalière en or. Fais en sorte qu'il n'atteigne pas la limite du canton. Je ne veux aucun témoin, Gérard, ni à 2 pattes, ni à 4. Pendant ce temps, Jean et la louve blanche se frayaient un chemin à travers un épais taillis. Le vieux chasseur sentait ses forces l'abandonner. Ses jambes étaient lourdes comme du plomb, et ses yeux, habitués à la pénombre de la forêt, commençaient à pleurer à cause du vent glacial et mordant. Au crépuscule, tout semblait d'un gris uniforme, les branches, les pierres, et les dangereux vides sous la neige. C'est dur, ma belle, murmura Jean en s'appuyant contre le tronc d'un bouleau. Je n'ai plus l'âge de jouer à cache-cache avec les capitaines. La louve s'arrêta brusquement. Elle ne s'immobilisa pas seulement, elle devint une corde tendue. Ses narines frémirent. Le vent lui avait apporté une odeur qui n'avait rien à voir avec les pins ou la neige. C'était l'odeur acre et acide du vieux fer et de l'huile de fusil, celle dont Gérard enduisait ses pièges. Elle fit un pas en avant, sondant prudemment la neige de sa patte. Jean, absorbé par ses pensées sur son ami Nicolas, ne remarqua pas immédiatement le changement de comportement de sa compagne. Il fit un grand pas en avant, s'apprêtant à contourner un arbre abattu. Stop! Voulut-il se dire,
en remarquant une étrange bosse dans la neige, mais la fatigue avait émoussé ses réflexes. Son pied droit commençait déjà sa descente dans la blancheur molle, exactement là où, sous une fine couche de neige, se cachaient les lourdes mâchoires d'un piège à ours, capable de sectionner un tronc d'arbre. À cet instant, la louve blanche devint un éclair blanc. Elle ne gronda pas, ne jappa pas. Elle percuta de tout son poids la hanche de Jean, le faisant tomber. Le vieil homme s'effondra sur le côté, jurant de surprise, et à la même seconde, un son terrible résonna dans la forêt. Clac. Un choc métallique lourd, qui fit trembler le sol. Les dents rouillées du piège se refermèrent dans le vide, à quelques centimètres seulement de l'endroit où se trouvait la jambe du chasseur. Des étincelles jaillirent du choc de l'acier contre l'acier, brillant dans la pénombre comme les yeux d'un démon. Jean gisait dans la neige, le souffle court. Son cœur battait à tout rompre dans sa cage thoracique. Il regarda le piège, puis la louve blanche. La louve se tenait près de lui. Les poils de son échine étaient hérissés, et une colère froide brûlait dans ses yeux. Elle l'avait sauvé. Pas simplement pour s'acquitter d'une dette, mais pour protéger son chef de meute. Gérard, souffla Jean, reconnaissant la signature de son vieil ennemi. Il n'y a que cet enfoiré pour poser des pièges non marqués en plein milieu d'un sentier. Il se releva, sentant une rage froide et calculée monter en lui. La fatigue avait disparu comme par enchantement. Il savait maintenant qu'on avait lancé contre eux non seulement la technologie, mais aussi ce qu'il y a de plus vil dans la nature humaine. Merci, ma belle. Il tendit la main et toucha un instant sa tête. La louve ne recula pas. Maintenant, c'est toi qui guides. Mes yeux me trahissent, mais ton nez voit à travers le fer. Le reste du trajet à travers le défilé se transforma en une danse mortelle. La louve blanche marchait en tête, se déplaçant en zigzag, contournant les monticules suspects et les amoncellements de neige. Elle indiquait le chemin, et Jean suivait scrupuleusement ses traces, retenant presque son souffle. Ils découvrirent 3 autres pièges. Un collet suspendu, caché dans les branches d'un sapin, et 2 autres, camouflés dans un passage étroit entre les rochers. À chaque fois, la louve s'immobilisait, l'avertissant par un son bas et bref. Jean marquait ces endroits avec des branches cassées, transformant les pièges de Gérard en ferraille inutiles. Lorsqu'ils débouchèrent enfin sur un plateau ouvert, la lune sortit des nuages, éclairant leur chemin vers le nord. La louve blanche se retourna vers Jean, et dans la lumière lunaire, sa fourrure blanche, nettoyée de la boue par la neige profonde, brillait comme de l'argent. On a réussi, dit doucement le vieil homme, regardant les lumières lointaines du bourg qui semblaient d'ici petites et insignifiantes. Mais Gérard comprendra que ces pièges n'ont pas fonctionné. Il sera furieux, et la fureur rend les gens imprudents. Ils continuèrent leur progression. Ce n'était plus la fuite d'une proie devant un chasseur. C'était la marche de 2 alliés égaux, qui avaient appris à se faire confiance plus qu'à leur propre sens. Et quelque part devant, dans la maison accueillante de la vieille Marie, les attendait leur seule chance de sauver la vérité, cachée dans le collier en titane au cou de la louve blanche. Quand les contours d'une vieille église de campagne en bois se dessinèrent à l'horizon, la lune était déjà à son zénith, baignant le monde d'une lumière argentée et fantomatique. C'était une église isolée, où vivait Marie. Sa maison était adossée directement au mur de l'édifice, tel un petit nid accroché à un arbre puissant. Marie, une ancienne infirmière militaire, avait un visage qui ressemblait à un parchemin ancien, couvert des écritures du temps. Elle était petite, voûtée, mais dans ses mains, qui sentaient la lavande et l'iode, se cachait une force capable de faire tomber une fièvre ou d'apaiser une bête sauvage. Marie avait vu la mort si souvent qu'elle avait cessé de la craindre, la considérant comme une vieille connaissance acariâtre. Jean frappa à la porte. 3 coups lourds, 2 coups légers. Un code familier d'une vie antérieure. La porte s'ouvrit presque instantanément, les enveloppant de la chaleur d'un poêle bien chauffé et de l'arôme de pommes séchées. « Entrez vite, avant que les diables ne vous suivent », crissa la voix de Marie, qui recula dans l'ombre. Quand elle vit la louve blanche, ses yeux derrière ses épaisses lunettes s'écarquillèrent. La louve, malgré sa fatigue, entra dans la maison avec la dignité d'une reine, reniflant avec méfiance les odeurs d'encens et d'herbe. « Oh, Jean !» murmura la vieille femme en faisant un signe de croix. « Tu as amené la dame blanche de la forêt dans ma maison. Sais-tu quelle tempête tu traînes derrière toi ? » « Je sais, Marie. Nous avons besoin de chaleur, et... » Il sortit le collier de sous sa veste. « Point de l'ordinateur de ton neveu.
Nicolas n'est pas mort pour rien. Pendant que Marie s'occupait des blessures de la louve, appliquant une pommade spéciale à base de résine de pin, Jean ouvrit un vieil ordinateur portable. Les doigts du chasseur tremblaient. Lorsque le fichier de la carte USB s'ouvrit, le silence dans la pièce devint si total qu'on pouvait entendre la cendre tomber dans le poêle. Sur l'écran se succédaient des photographies, d'immenses plaies béantes au cœur de la forêt protégée, des carrières illégales d'extraction de minerais, des engins de chantier aux numéros masqués, et le pire de tout, des photos de Stéphane serrant la main d'un homme en costume coûteux devant des cèdres abattus. Nicolas avait tout documenté, les registres financiers, les itinéraires de contrebande, les coordonnées des décharges de déchets toxiques. Alors c'est ça, la vérité, dit amèrement Jean. Ça l'est cher. La louve blanche était allongée aux pieds de Marie. La vieille femme fredonnait une vieille chanson française sur le vent libre et les rivages lointains. La louve écoutait, la tête posée sur ses pattes, et ses yeux reflétaient les flammes des bougies. À cet instant, elle n'était pas une bête, et Jean n'était pas un soldat. Ils n'étaient que des âmes cherchant un refuge avant la grande bataille. Mais leur répit fut de courte durée. La louve blanche releva soudain la tête et émit un son bas et vibrant. Une seconde plus tard, Jean l'entendit aussi. Le crissement strident de freins sur la route verglacée et le claquement de portières de voiture. Ce sont eux. Jean saisit son fusil. Cachez-vous dans le vieux four à pain, ordonna Marie. Derrière la plaque de fermeture, il y a une grande niche pour le bois. Et ne faites pas un bruit si vous tenez à la vie. Jean et la louve eurent à peine le temps de se glisser dans l'espace étroit et sentant la suie que des coups violents retentirent à la porte. Marie, marmonnant des jurons, ouvrit lentement le verrou. Sur le seuil se tenait Stéphane. Son visage, à la lueur d'une lampe de poche, semblait être un masque de cire. « Bonsoir, la mère. » Stéphane entra sans y être invité. Ses bottes laissèrent des traces sales sur le sol propre. « On cherche des fugitifs. Un vieil homme et une chienne. On dit que tu aimes soigner toutes sortes de... Dans ma maison, il n'y a que des prières et des remèdes, mon capitaine, répondit calmement Marie, tout en remuant quelque chose dans une marmite en fonte. Les charognards portent généralement un uniforme et défoncent les portes des vieilles femmes au milieu de la nuit. Stéphane plissa les yeux. Il s'approcha du four à pain. Derrière la plaque, Jean sentait son odeur. Un mélange de parfum cher et de peur. Stéphane passa la main sur les briques, sentant leur chaleur. La louve blanche, à côté de Jean, était pétrifiée. Même son cœur semblait avoir cessé de battre. Ça sent le chien mouillé, siffla Stéphane en regardant une gamelle d'eau que Marie n'avait pas eu le temps de ranger. Ce sont mes vieux os qui sentent, mon garçon, rétorqua la vieille femme. Et l'encens. Tu veux que je te bénisse pour chasser les démons de ta tête? Stéphane cracha par terre et se tourna vers ses hommes. Fouillez l'église. Si vous trouvez la moindre trace, brûlez tout. Quand ils furent sortis, Marie se précipita vers le four. Partez par le passage souterrain sous l'autel. Ils vont revenir avec des chiens. La gamelle ne les trompera pas. Comment traverser la cour? Ils sont 4, chuchota Jean en sortant de sa cachette. Marie sourit malicieusement, et dans ses yeux brilla une lueur de folie, celle que l'on ne voit que chez ceux qui ont vécu trop de guerres. On va leur organiser une rencontre avec les esprits. Prenez les sacs de farine dans l'entrée et une lanterne. Lorsque Stéphane et ses hommes sortirent de l'église, ils virent quelque chose d'étrange. Des fenêtres de la maison de Marie s'échappait une épaisse fumée blanche. Mais ce n'était pas la fumée d'un incendie. À la lumière de leurs projecteurs, des milliards de particules blanches tourbillonnaient dans l'air. « C'est quoi ce bordel ?» cria Hugo en se protégeant le visage. « C'est l'esprit de la louve blanche, venu réclamer vos âmes. » Tonna la voix de Marie depuis l'obscurité. Jean, utilisant une vieille ruse de commando, avait vidé les sacs de farine devant un puissant ventilateur que Marie utilisait pour sécher ses herbes. Combiné à la lumière dirigée de la lanterne et au blizzard, cela créa un rideau blanc, dense et aveuglant, dans lequel tous les sons et toutes les formes se noyaient. Les hommes se mirent à tirer au hasard dans le brouillard blanc, prenant leurs propres ombres pour des ennemis. Dans cette confusion, sous le couvert du fantôme de farine, Jean et la louve blanche, telles deux visions immaculées, se glissèrent au-delà de leurs poursuivants abasourdis et disparurent dans la forêt. Ils coururent longtemps, jusqu'à ce que la lumière des torches et derrière eux ne soit plus que de minuscules points. Jean s'arrêta pour reprendre son souffle.
Il regarda la louve blanche. Elle était entièrement blanche de farine, tout comme lui. Maintenant, nous sommes vraiment des fantômes, rit-il doucement. Et ce rire était le premier depuis de nombreux jours. Ils étaient en vie. Ils détenaient la vérité. Et devant eux, il n'y avait plus qu'un seul objectif, une haute tour d'acier qui devait raconter leur histoire au monde entier. La farine blanche, déposée sur la veste de Jean et la fourrure de la louve, fondait progressivement sous l'assaut du vent glacial, se transformant en gouttes grises et collantes. Il montait de plus en plus haut dans les montagnes, là où la forêt s'éclaircissait, cédant la place à des falaises de granit nues que les habitants appelaient les roches d'argent. L'air y était si raréfié et si froid que chaque inspiration était comme une gorgée de glace pilée. Loin en bas, dans la vallée, les lumières du bourg scintillaient comme des perles éparpillées. Stéphane et ses hommes s'étaient sûrement remis de leur rencontre avec le fantôme de farine et ratissaient maintenant les basses terres, sans se douter que le vieil homme et la louve avaient entrepris l'ascension insensée vers un ancien émetteur de radio. L'émetteur se dressait sur le monde comme une gigantesque aiguille d'acier, perçant le ventre bas des nuages. C'était une structure d'une autre époque, abandonnée mais toujours capable de transmettre un signal à des centaines de kilomètres à la ronde, si l'on savait comment ranimer son cœur d'acier. On y est presque, ma belle, haleta Jean, s'appuyant sur un bâton de marche improvisé. Son cœur battait de manière irrégulière, martelant lourdement ses tempes. Mais le chemin vers le sommet était barré par les gorges du Verdon. Une profonde blessure noire dans le corps de la montagne, enjambée par un vieux pont suspendu. Les chênes rouillés gémissaient dans le vent, et les planches de bois, dont beaucoup avaient pourri et disparu depuis longtemps, étaient couvertes d'une couche de givre glissant. Sous le pont, dans un vide de 300 mètres, rugissait une rivière de montagne, mais on n'entendait pas son bruit, seulement le sifflement du vent, rappelant des voix spectrales. Jean s'arrêta au bord du gouffre. Son visage devint plus pâle que d'habitude. À cet instant, une image d'un passé lointain lui revint en mémoire. Il y a 40 ans, lors d'un exercice militaire en montagne, une corde avait lâché. Depuis lors, une peur profonde, non pas de la mort, mais de ce vide insondable et incontrôlable sous ses pieds, s'était installée en lui. Le vertige, déclenché par une ancienne blessure, le saisit soudainement. Le sol sous ses pieds sembla tanguer, et le pont lui parut un fil ténu, incapable de supporter même le poids d'un oiseau. Jean sentit ses genoux devenir mous. Il fit un pas en arrière, respirant difficilement. La louve blanche sentit le changement. Elle s'approcha de lui, touchant sa paume de son museau. Ses yeux d'ambre le fixaient avec interrogation et inquiétude. La louve, née dans les montagnes, ne connaissait pas la peur du vide, mais elle reconnaissait la peur de son chef de meute. « Je ne peux pas, ma belle, » murmura Jean en fermant les yeux. Mes jambes refusent d'avancer. C'est comme si, en bas, quelque chose m'attirait. À cet instant, la louve blanche fit quelque chose que Jean n'attendait pas. Elle ne se contenta pas d'avancer, elle saisit le bord de la manche de sa veste entre ses dents et le tira vers la première planche du pont. Le pont oscilla, émettant un grincement plaintif. « Doucement, ma chérie. » Jean ouvrit les yeux, s'efforçant de ne regarder que le dos blanc de la louve. Ils avançaient lentement. Chaque pas était une épreuve. Jean se tenait à la chaîne glacée, sentant le froid du métal s'infiltrer à travers ses gants. Sous leurs pieds, des vides béants marquaient l'emplacement des planches pourries. La louve blanche testait soigneusement chaque appui de ses pattes avant de transférer son poids, indiquant à Jean les endroits sûrs. Lorsqu'ils atteignirent le milieu du pont, le véritable cauchemar commença. Une violente rafale de vent, surgissant de derrière une falaise, frappa la structure de côté, la balançant avec une force monstrueuse. Un bruit sec, semblable à un coup de feu, retentit. L'un des maillons rouillés d'une chaîne secondaire venait de céder. Le pont s'inclina sur le côté gauche. Jean perdit l'équilibre. Son pied glissa de la planche verglacée, et il se retrouva suspendu au-dessus du vide, agrippé à la chaîne principale avec une poigne de fer. Le sac à dos, contenant la précieuse clé USB, le tirait vers le bas. « Louve, sauve-toi !» cria-t-il, voyant la louve tenter de se maintenir sur la surface inclinée. Mais la louve blanche n'avait aucune intention de fuir. Elle fit demi-tour sur l'étroite bande de bois, risquant de tomber à chaque seconde. Ses griffes crissaient sur la surface gelée. Elle s'approcha de Jean, qui était suspendu, les yeux fermés de terreur, sentant les muscles de ses bras commencer à le lâcher. La louve ne pouvait pas soulever un homme, mais elle fit autre chose.
Elle planta ses crocs dans le col de son épaisse veste et commença à tirer, prenant appui de ses pattes sur les traverses restantes. Ce n'était pas un simple instinct, c'était une volonté consciente de le sauver. Jean sentit cette traction, ce grognement vibrant au plus profond de sa poitrine, et la peur recula soudainement, remplacée par une pure stupéfaction. Tu ne me laisseras pas tomber, souffla-t-il. Rassemblant ses dernières forces, Jean trouva un appui pour son pied sur une poutre transversale. S'aidant de ses mains et sentant le soutien constant de la louve, qui continuait de le tirer par le col, il parvint à se hisser et à jeter son corps de nouveau sur le plancher du pont. Ils parcoururent les 30 mètres restants en rampant. Lorsque les pieds de Jean touchèrent enfin la roche solide de l'autre côté du gouffre, il se retourna sur le dos, regardant le ciel sombre. La louve blanche s'allongea à côté de lui. Elle respirait lourdement, son flanc, encore récemment blessé, recommençait à la faire souffrir, mais elle ne quittait pas des yeux le visage du chasseur. On l'a traversé, ma belle. Jean tendit la main et entoura le cou de la louve, pressant son visage contre sa fourrure épaisse. On a traversé mon pont le plus terrifiant. Devant eux, à quelques centaines de mètres seulement, la base de l'émetteur de radio se cachait dans les nuages. Elle semblait morte, mais Jean savait que dans le local technique se trouvait un générateur de secours. Plus rien ne pouvait les arrêter maintenant. Ni Stéphane, ni les pièges, ni même l'abîme. L'horizon qui s'éclaircissait promettait le début d'un nouveau jour, le dernier jour de leur longue course contre la mort. À l'intérieur de l'émetteur de radio, l'air semblait être du temps figé. Il y avait une odeur de poussière, de vieux métal et l'odeur acide d'accumulateurs qui fuyaient. La louve blanche entra la première. Ses griffes résonnèrent sur le sol en caillebotis métallique. Elle s'immobilisa, écoutant le gémissement du vent dans les armatures d'acier de la tour, qui, à l'intérieur, se transformait en une plainte basse et vibrante. Jean s'assit lourdement sur une caisse à outils. Son souffle sortait de sa poitrine avec un sifflement. Chaque muscle lui faisait mal après la traversée des gorges du Verdon, mais il n'y avait pas de temps pour se reposer. « Alors, ma belle ?» halta-t-il, essuyant le givre de ses sourcils. Dernier effort. Si on ne ranime pas cette ferraille, Nicolas sera mort pour rien. Il se dirigea vers le générateur diesel de secours, qui se trouvait dans un coin du local technique. La machine ressemblait à une bête endormie, couverte d'une couche de poussière grise. Jean vérifia le niveau d'huile, ouvrit le robinet de carburant et actionna plusieurs fois avec force le levier d'amorçage. « Allez, mon vieux, ne me laisse pas tomber », murmura-t-il, puis il tira brusquement sur le lanceur. Silence. Il tira une fois de plus, y mettant toute la volonté qui lui restait. Le générateur toussa, cracha un nuage de fumée bleuâtre et se mit soudain à vrombir d'un bruit rythmé et confiant. Les ampoules ternes sous le plafond clignotèrent et s'allumèrent d'une lumière jaune et stable. L'émetteur de radio était revenu à la vie. Au même moment, à 30 km de là, dans le bureau confortable de la direction régionale de l'inspection fédérale, le major Philippe était assis à son bureau. Le major Philippe. Un homme au dos parfaitement droit et au visage qui semblait avoir été taillé dans le même granit que le massif central. Ses yeux gris étaient froids et perspicaces, ses manières impeccablement polies et effroyablement officielles. Philippe faisait partie de ces hommes pour qui le règlement était plus important que la vie, mais la justice plus importante que le règlement. Depuis plusieurs jours, il observait une activité étrange dans la région du bourg et son intuition de vieil enquêteur lui criait qu'un drame se jouait. Soudain, le récepteur radio sur son bureau, réglé sur la fréquence d'alerte générale, explosa de parasites, qui furent immédiatement remplacés par un son clair. Jean, pendant ce temps, avait déjà connecté l'ordinateur portable à la console de diffusion principale. Ses doigts, peu habitués au clavier, agissaient lentement mais sûrement. Il lança le fichier de la clé USB de Nicolas. Attention à tous les habitants de la région. La voix de Nicolas, enregistrée peu avant sa mort, retentit dans les haut-parleurs. La voix était calme, mais on y entendait de l'acier. L'écran du moniteur se remplit d'images, les carrières sauvages déchirant la terre protégée, les chenilles des bulldozers écrasant des cèdres centenaires. Et enfin, une image nette de Stéphane remettant un dossier à l'homme au manteau cher. Les preuves étaient irréfutables. « Tu entends, ma belle ?» Jean regarda la louve. Toute la région l'entend maintenant. La louve blanche se tenait près de la fenêtre qui donnait sur la route d'accès. Soudain, elle émit un bref son guttural. Jean regarda dehors.
À travers le brouillard matinal, le 4X4 noir de Stéphane fonçait à toute vitesse vers l'émetteur. Le capitaine avait compris d'où venait le signal, et il n'avait d'autre choix que d'essayer de le faire taire par le sang. « Va-t'en, louve !» Jean saisit son fusil. « Cours dans la forêt avant qu'il n'encercle la tour. Je vais les retenir. » Mais la louve ne bougea même pas. Elle se serra simplement plus fort contre sa jambe. Ses yeux brûlaient d'un feu froid et primitif. Elle avait choisi sa voie. Elle n'était plus une bête sauvage fuyant le danger. Elle était une protectrice. Stéphane fit irruption dans le bâtiment de la tour 5 minutes plus tard. Son visage était rouge de fureur, sa respiration saccadée. Il était seul. Ses adjoints, Thomas et Hugo, en entendant la transmission à la radio, avaient simplement jeté leurs armes et disparu dans la forêt, ne voulant pas sombrer avec leur chef. « Ordure !» cria Stéphane en levant son fusil d'assaut. « Tu as tout détruit. Tout ce que j'ai construit pendant des années. » Jean se tenait derrière la console, sans lever son arme. Il regardait Stéphane avec une sorte de pitié amère. « Ce n'est pas moi, Stéphane. C'est Nicolas qui a fait ça, et cette terre que tu as piétinée. Meurs avec elle. » Stéphane appuya sur la détente. À cet instant, le temps ralentit. La louve blanche, jusqu'alors cachée dans l'ombre derrière une armoire massive, bondit en avant. Elle ressemblait à un tourbillon blanc, à la tempête d'hiver elle-même faite chair. Elle ne tenta pas de le mordre à la gorge. Son mouvement était précis et calculé. La louve percuta Stéphane à la poitrine de toute la masse de son corps. Le coup de feu partit dans le plafond, arrachant une gerbe d'étincelles à un boîtier de distribution. Le capitaine s'effondra sur le sol, écrasé sous les lourdes pattes de la louve blanche. Son fusil d'assaut vola sur le côté. La louve se tenait au-dessus de lui. Son museau était à quelques centimètres de son visage. Son grognement bas et vibrant faisait trembler les vitres, mais elle ne mordait pas. Au lieu de cela, elle fit quelque chose qui fit trembler Stéphane de terreur. Elle planta lentement et méthodiquement ses crocs dans son insigne d'officier et, d'un mouvement brusque, l'arracha, transformant le symbole de son pouvoir en un lambeau de tissu sale. « Assez, ma belle » dit doucement Jean en s'approchant. « Il n'est plus un chasseur. Il n'est plus qu'une proie. » À cet instant, le vrombissement rythmé des pales d'un hélicoptère se fit entendre au-dessus de la tour. Un lourd hélicoptère noir, portant l'emblème d'un service fédéral, se stabilisa juste en face de la fenêtre. Le major Philippe, debout dans la porte ouverte de l'hélicoptère, observait la scène qui s'offrait à lui. Stéphane gisait dans la poussière, brisé moralement et physiquement. Le vieux chasseur, Jean, se tenait debout, appuyé sur la console d'où continuait de résonner la voix de la vérité. Et à ses côtés, la tête fièrement relevée, était assise la louve blanche, dont la fourrure brillait dans les rayons du soleil levant, comme si elle était tissée de la neige la plus pure du massif central. Ici Major Philippe, retentit une voix amplifiée par un haut-parleur. Capitaine Stéphane, vous êtes en état d'arrestation pour trahison et crimes environnementaux. Toute résistance est inutile. Jean regarda la louve blanche et sourit. Pour la première fois depuis longtemps, un sourire sincère et ouvert. On a réussi, ma belle. Maintenant, tu es libre. La louve le regarda en retour, et dans ses yeux d'ambre se reflétait tout, la douleur des pertes, la joie de la victoire, et ce lien infini qui, désormais et pour toujours, unissait l'homme et la bête dans cette contrée rude mais juste. Lorsque les premiers rayons d'un véritable soleil de printemps touchèrent la cime des vieux mélèzes, le bourg se transforma. Ce n'était plus cette lumière froide et spectrale qui avait accompagné Jean et la louve blanche dans leur longue fuite. C'était de l'or coulant du ciel, promettant que la glace qui avait enchaîné les cœurs des hommes et la terre allait enfin commencer à fondre. Sur l'émetteur de radio, l'agitation s'apaisait peu à peu. Le major Philippe supervisait personnellement la saisie des serveurs. Il s'approcha de Jean, qui était assis sur les marches de la tour, le visage tourné vers le vent tiède. La louve était allongée à côté de lui, la tête posée sur son genou. « Vous avez fait un travail énorme, Jean, » dit doucement Philippe, enlevant son képi et s'essuyant le front. « Une commission de Paris est déjà en route. Les carrières seront fermées, et ils commenceront à restaurer les terres. Nicolas. Il serait fier de vous. Il serait fier d'elle. » Jean fit un signe de tête en direction de la louve. « Elle a fait plus que n'importe lequel d'entre nous. » À ce moment,
un jeune homme qui était arrivé dans le second hélicoptère avec un groupe d'experts s'approcha d'eux. Léo, le fils du défunt garde forestier Nicolas. C'était un grand jeune homme avec une tignasse de cheveux roux indisciplinés et des yeux bonmetristes. Il portait la veste de randonnée de son père, qui était un peu trop grande pour lui aux épaules. Léo étudiait la biologie, et dans ses gestes, on sentait le même amour pour la forêt qui avait été le sens de la vie de Nicolas. Léo s'agenouilla lentement devant la louve blanche. La louve se tendit, mais sentant l'odeur familière émanant de la veste du jeune homme, elle le laissa toucher son museau. « Papa parlait souvent de la dame blanche », murmura Léo, et des larmes brillèrent dans ses yeux. « Je pensais que c'était juste des contes pour que je n'ai pas peur de la forêt. » Merci, Jean, de ne pas avoir laissé ce conte s'interrompre. 3 mois passèrent. Le bourg avait changé au point d'être méconnaissable. Il n'y avait plus de 4x4 noirs patrouillant sans but dans les rues. La peur qui flottait auparavant dans l'air comme un smog lourd s'était dissipée. Au centre du village, à la boulangerie de Pierre, la vie bouillonnait dès le matin. Le vieux Pierre, un homme costaud avec des moustaches toujours blanches de farine et un rire tonitruant, n'était plus seulement boulanger, mais le maire par intérim de la ville. Il n'aimait pas la politique, mais il aimait l'ordre. « Mange, Jean, mange !» tonnait Pierre en plaçant devant le chasseur un panier de croissants chauds. Aujourd'hui, c'est la maison qui régale. Toute la ville célèbre l'ouverture de la nouvelle réserve naturelle. Et sais-tu comment nous l'avons appelée? La réserve naturelle et le chemin de neige. Jean sourit en arrachant un morceau de la viennoiserie parfumée. Il avait l'air rajeuni, ses blessures étaient guéries, et ses yeux ne cachaient plus cette rage froide. Mais dans ce sourire, il y avait aussi l'ombre d'une douce mélancolie. Après le petit déjeuner, il retourna à sa maison de campagne dans les Roches d'Argent. Il ne voulait pas rester en ville. Les montagnes étaient sa maison, et là-bas, elle l'attendait. La louve blanche l'accueillit à la lisière de la forêt. Sa fourrure était devenue encore plus dense et plus blanche, et la blessure sur son flanc s'était refermée, ne laissant qu'une petite cicatrice, visible seulement si l'on savait où regarder. Ils passèrent plusieurs semaines ensemble, profitant d'un silence qui n'était plus angoissant. Jean grommelait souvent lorsque la louve, par habitude, essayait de lui voler un gant ou refusait de manger sa bouillie, n'exigeant que de la viande fraîche. « Quelle princesse !» riait-il en la grattant derrière l'oreille. « Ton collier d'héroïne est dans l'armoire, et tu te comportes toujours comme une sauvage. » Mais tous deux savaient que le moment des adieux était proche. La louve blanche appartenait à la forêt. Elle était son esprit, son souffle, son symbole vivant. La garder dans sa maison aurait été un crime contre la nature elle-même. Le dernier soir, alors que le soleil descendait lentement derrière la crête du massif central, peignant les sommets enneigés d'une douce couleur rosée, ils sortirent sur ce même plateau où la louve avait autrefois sauvé Jean du piège de Gérard. Jean s'assit sur un rocher, et la louve se tint à ses côtés, regardant la mer infinie de la forêt à leurs pieds. « Va, ma belle, » dit doucement le vieil homme, sentant une boule se former dans sa gorge. « Ta meute t'attend. Nicolas est en paix maintenant, et moi aussi. Tu as fait tout ce que tu devais faire. » La louve blanche se retourna. Elle le regarda longuement dans les yeux, et dans ce regard, il y avait toute l'histoire de leur court mais grand voyage. Elle lui lécha la joue. Une dernière fois, avec chaleur et douceur. Puis elle fit quelques pas vers la forêt, s'arrêta et poussa un long hurlement prolongé. Ce n'était pas un cri de douleur, c'était un hymne à la liberté. Des profondeurs de la forêt, on lui répondit. D'abord une voix, puis une deuxième, une troisième. Tout un chœur de voix sylvestres saluait sa reine. La louve blanche s'élança et, telle une flèche blanche, disparut dans les denses forêts de cèdres. Jean resta là, la regardant s'éloigner, jusqu'à ce que le dernier reflet de sa fourrure blanche se dissolve dans les ombres du crépuscule naissant. Il retourna à sa maison, alluma la lampe et s'assit près de la fenêtre. Sur la table se trouvait le vieux journal de Nicolas, que Léo lui avait donné en souvenir. Jean ouvrit la première page et commença à écrire. Il voulait que cette histoire reste non seulement dans la mémoire des montagnes, mais aussi sur le papier. La vie continuait. Le bourg se reconstruisait. Léo était devenu le nouveau garde forestier, et le vieux Pierre cuisait les meilleurs croissants du monde. Mais chaque fois que la pleine lune se levait au-dessus des montagnes, les habitants de la ville se taisaient un instant, écoutant un hurlement lointain et fier. Ils savaient que tant qu'une louve blanche vivrait dans les forêts et qu'un vieux chasseur vivrait dans les montagnes, la vérité et le bien seraient sous bonne garde.
car la grande forêt c'est non seulement garder des secrets, mais aussi récompenser ceux qui avancent dans la vie avec un cœur ouvert, sans jamais laisser personne dans le besoin. L'histoire de Jean et de la louve blanche nous rappelle que même dans les froids les plus rigoureux, un seul acte, accompli avec un cœur pur, est capable de faire fondre la glace de la plus profonde injustice. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés à un choix, passer notre chemin ou tendre la main. Souvenez-vous que la véritable force d'un homme ne réside pas dans son pouvoir sur les autres, mais dans sa capacité à protéger ceux qui sont plus faibles. Nous ne sommes jamais vraiment seuls tant que la compassion vit en nous. Car la bonté est un fil invisible qui nous relie à tout le monde vivant. En protégeant le faible, vous sauvez avant tout votre propre âme. Si cette histoire de courage et de fidélité a réchauffé votre cœur, s'il vous plaît, mettez un j'aime et partagez-la avec ceux qui ont besoin de soutien aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne pour que nous puissions continuer à partager avec vous des légendes d'amour et de lumière, qui triomphent toujours des ténèbres. Vos pensées dans les commentaires sont les précieuses étincelles de notre feu commun, autour duquel nous nous réchauffons ensemble. Que Dieu vous bénisse, vous et votre foyer. Qu'il vous accorde la clairvoyance du cœur pour voir les besoins de votre prochain, et la force d'esprit pour ne pas les abandonner dans le besoin. Que sa grâce vous protège sur tous vos chemins, comme le soleil de printemps protège la forêt qui s'éveille. Si vous croyez que la lumière de la vérité percera toujours toutes les ténèbres, écrivez « Amen » dans les commentaires. Que ce mot nous unisse dans notre aspiration à être meilleurs, plus purs et plus bienveillants les uns envers les autres. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec nous. À bientôt, sous le ciel de l'éternel espoir.